Bonsoir Essar. Bonsoir Tom et bonsoir tout le monde. Alors on a un petit décalage temporel, mais bon, on va faire avec. Hein. Nous Mm. sommes arrivés au 47e CITREP, Essar, et nous sommes le 21 septembre 2018. Ça veut dire que nous sommes en automne désormais, au moins en France en tout cas. Euh, Mm. et puis cette émission a ceci de spécial, c'est que eh bien ça fait 2 ans, Essar, ça fait 2 ans que nous Mm. produisons et que vous nous aidez à Éveil Français TV à produire ces indispensables séquences d'informations sur la Syrie, absolument fondamentales, puisque grâce à ça, ça nous permet d'avoir un autre son de cloche que le son de cloche qu'on entend, qui nous teinte dans les oreilles d'une manière assourdissante de la part des médias mainstream. Donc c'est l'occasion, donc pour ces 2 ans, de vous remercier pour tout ce que vous avez fait, le temps que vous avez consacré. Hein, il faut compter plus d'1 heure à chaque fois, et je ne parle pas du travail qu'on a fait juste avant pour s'accorder sur le sommaire, mais en tout cas, Mm. ça représente beaucoup, beaucoup d'heures de disponibilité, de travail, de patience, et qui paye, hein, une patience qui paye, puisque la dernière fois, France 24 s'est fait taper sur les doigts par les téléspectateurs qui ont pu s'exprimer sur le compte de France 24, sur le compte YouTube. Il semblerait que leur petit jeu contre la Syrie et contre vous, hein, qui avez joué à votre corps défendant la bad girl de l'émission, ait été complètement raté. Et donc c'est très bien. On va continuer comme ça, et en tout cas, à nouveau, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous nous avez donné, toutes les informations que vous nous avez données, qui sont absolument indispensables. Eh ben, je vous remercie Tom et je remercie aussi l'ensemble des personnes qui nous suivent, hein, parce que c'est important en fait de propager la vérité face à ces médias mensonges systématiques et face à aux médias mainstream qui ne font que transformer et déformer la vérité et raconter des mensonges. Donc, c'est vraiment pour la vérité et je crois que nos efforts conjugués, j'espère qu'ils arriveront à rendre compte de la réalité à tous ceux qui nous suivent et que ça se propagera de plus en plus. Et que les gens, que les médias nous prennent plus pour des idiots et qu'on puisse prendre nos destinées en main et dans le monde entier, en fait. Voilà. Tout à fait, ça. Encore merci. Alors Essar, Merci à vous. nous arrivons au CITREP, mais avant toute chose, comme vous et moi, nous voulons laisser une petite place dans ce CITREP à ce qui se passe en Palestine, tout comme ce qui se passe au Yémen en ce moment, qui est terrible. Je vais Tout à aborder le fait. Yémen en premier, et je vous laisserai aborder le sujet sur la Palestine, pour rappeler que le Yémen est soumis à Mm. une coalition, comme la Syrie d'ailleurs, Mm. à une coalition Ouais. de nature occidentale à la base, et Mm. que en Oui. ce moment cette coalition s'acharne sur le port d'Hodeïda, qui est Mm. le seul passage possible, imaginable actuellement, pour les denrées alimentaires, les livraisons humanitaires qui concernent des millions de Yéménites. Donc il y a quelque chose de totalement criminel qui est en train de se produire. La coalition Oui. saoudienne est en train de s'acharner sur ce port d'Hodeïda, et en voulant Mm. affamer, en voulant finalement assassiner à Ah, petit mais feu le naturellement. peuple yéménite. Hein. C'est un vrai génocide, en fait, en deux mots. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les forces de la coalition qui sont représentées en fait par l'Arabie saoudite et les pays du Golfe qui s'acharnent contre le Yémen, des bombardements quotidiens, des bombardements de la population civile, des hôpitaux, des écoles, même
de l'ensemble des vestiges de la civilisation, mais aussi, alors, en plus, tout ceci conjugué avec un blocus total de tout ce qui peut venir et sortir du Yémen. Aujourd'hui, il y a une crise humanitaire terrible, 1 million d'enfants qui risquent la mort après la choléra, Oui, et l'aggravation de la situation humanitaire étant donné l'absence de médicaments, l'absence de possibilités comment dire, de chirurgie et d'hôpitaux. À ceci est ajouté aussi aujourd'hui, il y était question qu'un avion de l'ONU qui puisse transporter les blessés pour se faire soigner à l'extérieur. Eh bien, les Saoudiens les ont bombardés et ont bloqué aussi le départ. Ils ont interdit le départ de ces avions. Ce qui fait qu'il y a eu aussi un nombre de morts parmi les blessés qui devaient partir et qui ont été bloqués. Donc, situation catastrophique dont le monde ne parle pas, personne ne parle, tout le monde ferme les yeux devant cette catastrophe humanitaire qui est un véritable génocide de la population du Yémen. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au diktat saoudien, voire américain, puisque les Saoudiens ne sont rien d'autre que la main dégueulasse des Américains dans la région. ok. Voilà. Alors, nous allons Deux mots. aborder... Alors, on revient à la Palestine. eh oui, bah Oui, oui, voilà, pardon. je vous en prie. Et donc, de ce fait aussi, on peut parler de la Palestine, qui aussi subit le même sort par la main des Américains, qui est les Israéliens. En fait, c'est Israël qui continue à réprimer, opprimer la population palestinienne, le peuple palestinien qui se révolte à la fois contre la décision de Trump de transformer, et qui est complètement illégale, qui est de transformer Jérusalem en la capitale israélienne, d'une part, et puis d'autre part, donc tous les deux, depuis, on est à la 26e semaine, 26e vendredi, pour le retour des manifestations et des marches pour le retour des Palestiniens. Puisque en fait toutes ces décisions de Trump et puis l'État d'Israël d'occupation, qui n'est rien d'autre qu'un État d'occupation, qui a usurpé les terres palestiniennes et qui est là complètement illégalement, en fait. Donc tout ceci donc les Palestiniens, et à juste titre, refusent cet état de fait et exigent le droit de retour à leur terre. Donc dans ces marches pour le retour, les Israéliens s'y opposent très violemment avec pas seulement des gaz lacrymogènes, etc., mais aussi avec des armes vives. Donc, nombre de morts et de blessés. Le nombre de blessés a dépassé les 1500 personnes et le nombre de morts augmente à chaque semaine. Mais ceci ne fait que, comment dire, Renforcer la encore détermination. Ouais, ouais, augmenter les déterminations du peuple palestinien. Les marches du retour continueront et pour le retour, disons, elles continueront. Et ceci a regroupé, permet de souder toutes les forces de résistance et d'opposition, malgré la souffrance, malgré l'oppression violente et la répression violente, voire inhumaine des Israéliens. Mais je rappelle quand même qu'ils font des destructions de maisons, qu'ils font des arrestations, des violations de domicile à gogo, etc. Donc aussi, je rappelle aussi qu'il y a un nombre important de prisonniers, des enfants prisonniers, des femmes prisonnières, des enfants qui sont nés dans la prison et qui ne peuvent pas être avec leurs parents, et puis qui sont séparés de leur mère, en fait, sauf à des heures, à quelques heures, et puis
maltraitance systématique dans les prisons, alors que ce sont des prisonniers d'opinion. Ils les traitent comme si c'était des criminels. Et puis, voilà. Donc, pas le droit de visite, pas le droit de machin, etc. Enfin, c'est... Et c'est une Voilà. situation Pardon. qui est aggravée désormais par les décisions de Trump de couper les aides qui permettaient aux Palestiniens, par exemple en Jordanie, d'avoir les moyens de survivre, hein, parce que en Jordanie, Tout à ils fait. C'est le survivent. Hein. droit. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est en fait couper les vivres de l'association de l'ONU, en fait, de la partie de l'ONU qui s'occupait des réfugiés et qui permettait un certain nombre d'aides, des écoles, etc. Et en fait, là, c'est une situation, en fait, ils sont dans une situation assez difficile et qui se dégrade de plus en plus dans un silence total et voire complice du monde entier. Ça, c'est inacceptable. Donc là-dessus, je tiens quand même à présenter toute ma solidarité avec le peuple palestinien, avec les Palestiniens qui se battent avec leur chair contre les armes israéliennes et contre les attaques dégueulasses des Israéliens. Un État israélien, un sionistan, un apartheid. Fasciste, Oui, oui, un voilà, apartheid fasciste, clair. raciste Voilà. et apartheid. Tout à fait. Apartheid désormais officiel puisqu'ils ont voté la loi sur l'État-nation qui rejette totalement tous les gens qui vivent entre guillemets en Israël et qui ne sont pas juifs. Hein. Bon, voilà. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, entre guillemets, c'est-à-dire le site web proprement dit, Voilà. c'est-à-dire sur ce qui se passe en lien direct ou en Syrie plus exactement. Et on va commencer par les avancées de l'armée syrienne. Je voulais faire un commentaire parce que c'est vrai que quand on regarde la carte des zones occupées par Daesh ou par le Front al-Nosra et compagnie, on se demande, en particulier dans le sud, après l'opération brillante de libération du sud-ouest de la Syrie, on pouvait se demander pourquoi certaines poches persistaient, une poche de résistance terroriste persistait du côté de Soueïda en particulier, et puis à l'ouest d'Abou Kamal par exemple, hein, qui se trouve au sud de Deir ez-Zor. Et en fait, j'ai appris, à force de regarder les vidéos, hein, que la chaîne syrienne tourne en permanence pour informer le public en Syrie, qu'en fait, les terroristes s'étaient réfugiés dans un ancien volcan, et en particulier sous les poches créées par les plaques de lave, refroidies bien entendu, et qui rendaient la tâche difficile à l'armée syrienne, hein, parce que on ne pouvait pas facilement faire entrer des chars, et finalement les terroristes avaient une certaine possibilité de résister facilement, entre guillemets, à l'assaut de l'armée syrienne, jusqu'à ce que l'armée syrienne les encercle complètement, les coupe de leur base de ravitaillement américain, hein, d'Al-Temf. Et puis surtout, j'ai appris le fait que l'armée syrienne s'était rendue maître en fait de la seule, de la dernière, je dirais, source d'eau. Donc ils sont cuits, hein, tout simplement. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc dans les poches de Al-Safa, effectivement, elles ont été complètement nettoyées et puis les terroristes de Daesh qui étaient nichés ont été exterminés. Je tiens à rappeler quand même deux faits. C'est que d'abord, ces terroristes de Daesh avaient été repêchés par les Américains. Ils ont été amenés à la base Al-Tanf et ils ont été entraînés, réorganisés et à nouveau réinjectés dans cette Badia. Donc, et ce sont eux qui sont allés faire le massacre à Soueïda, donc le mois dernier, avant la libération de Soueïda.
totale. Et donc voilà, donc c'est ceux-là qui se sont cachés et nichés dans la montagne, dans ce volcan Al-Safa, qui maintenant ont été donc rattrapés par l'armée syrienne et ils ont été effectivement Oui, nettoyés. Alors je tiens à dire aussi que l'avancée de l'armée syrienne se faisait aussi vers le nord-est aussi de cette région-là. Donc, ils sont arrivés pratiquement aussi à la badia de Deir Zor, en fait, donc à l'ouest de Deir Zor et l'ouest de l'Euphrate a été à nous aussi nettoyé des Daesh, parce qu'il y avait aussi oui. une sorte de fil, si on peut dire, où étaient préservés ces Daesh aussi par les Américains. Donc l'avancée aussi avait eu lieu correctement du côté de Hama vers le nord. Donc comment dire, toute la campagne de Hama, l'avancée se fait très progressivement et très positivement du côté de Hama et arrivant donc à la campagne d'Idlib et à la campagne aussi d'Alep, du sud d'Alep, du sud-ouest d'Alep. Mhm. Donc en fait, tout cela nous amène à parler de manière tout à fait naturelle de cet accord de Sochi, de la rencontre Poutine-Erdogan à Sochi qui a été pour la résolution de la question d'Idlib. Idlib, j'ai quand même un grand commentaire avant de commencer à propos de l'accord. C'est que nous avons vu quand même quelle campagne et quelle agitation internationale les pays occidentaux dits démocrates ont fait. Ils ont agité ciel et terre pour sauver Idlib, les uns déclarant Idlib, s'il y a une attaque contre Idlib, c'est une catastrophe humanitaire. S'il y a une attaque contre Idlib, c'est la catastrophe pour l'Europe. Toutes ces déclarations de tous ces chefs d'État français, anglais, américains, etc., avec interdiction, qui commencent à se révolter et à remuer l'ONU pour les raisons humanitaires, parce que les pauvres malheureux d'Idlib, comment dire, les terroristes d'Idlib, ils sont bien rassemblés, puisque je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'un lieu de la Syrie a été libéré les terroristes avaient le choix soit de se rendre et puis donc dans ce cas-là, il y a une solution selon leur cas et selon leur situation. Et ceux qui veulent continuer à se battre contre l'État syrien, donc ils partaient avec une arme individuelle tout simplement, mais sans munitions, ils repartaient dans les cars verts vers Idlib. Donc Idlib a été le rassemblement de tous les terroristes qui infestaient la Syrie et qui voulaient continuer à se battre. Je rappelle quand même, principalement, il y a les troupes d'Al-Nusra et puis d'autres, Noureddin Zenki, Ahrar al-Sham, Rayet al-Islam, etc. Tout un tas Le groupe terroriste. comment dire, d'organisations et de terroristes qui se disent faisant partie qui ne se disent pas terroristes, mais qui sont réellement terroristes et que l'Occident traite comme si c'était jusqu'à présent, il traitait comme des révolutionnaires qui voulaient apporter la démocratie à la Syrie. Oui. Alors là, je pense à ça parce que quand je vois Le Drian qui dit ah là là, c'est un danger pour la France et c'est un danger pour l'Europe si ces gens viennent vers nous. Alors, il a oublié qu'ils les ont soutenus pendant 7 ans et que pendant 7 ans, il les appelait les révolutionnaires et l'opposition modérée
qui faisait du bon voulait, boulot, hein, qui faisait du bon boulot, hein, qui faisait du dixit, bon boulot, qui voulait apporter la voilà. démocratie en Syrie, n'oublions pas. Donc maintenant, ils sont devenus un danger pour l'Europe, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc il était question donc en fait et donc dans le cadre d'une rencontre entre Poutine et Erdogan, puisque tout le monde se faisait un grand monde de cette attaque sur Idlib. Je rappelle quand même qu'il y a toujours une très grande force de l'armée syrienne qui est rassemblée pour une éventuelle solution militaire à Idlib, que la position de l'État syrien, ça a toujours été si on peut éviter les fusions de sang, il vaut mieux. Donc, si on peut faire par des accords, par des réconciliations, par des redditions, il vaut mieux, on est prêt à attendre un peu plus. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé. Je rappelle quand même qu'à Dera, il y a eu une dizaine, voire plus, de villages qui étaient libérés sans qu'il y ait un seul coup tiré. Parce que c'était les réconciliations, les habitants des villes qui ont demandé ou exigé des terroristes de partir de la ville et de se rendre, etc. Donc, c'est le même scénario. Alors, aujourd'hui, à Idlib, cet accord, je vais expliquer l'accord parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas quelle était la nature de cet accord. Alors Essar, Beaucoup de personnes pensaient que c'était... Oui, pardon. Oui, avant que vous commenciez, vous m'avez précisé oui, que c'est le premier accord qu'Erdogan a dû signer avec Poutine. Parce qu'avant, c'était des oui. accords verbaux et qu'il n'en faisait qu'à sa tête, Mm. alors que là, il est engagé par écrit à faire ce qu'il a promis, en fait. D'accord. Alors, je voudrais, dans ce cas-là, oui, effectivement, je voudrais reprendre quand même un petit peu les accords d'Astana qui avaient stipulé qu'il y avait des zones d'abaissement de tension, des zones d'apaisement, Oui, qu'il y avait que la Turquie était un garant des terroristes dans la région du Nord et que suite à cet accord et que Idlib faisait partie, c'était déjà une zone d'apaisement à laquelle en fait la Turquie devait aussi non pas participer, mais elle devait garantir les terroristes pour qu'ils se battent contre le terrorisme, que les forces en présence soit se rendent, soit se battent contre le terrorisme. mhm, Et en fait, c'est là qu'on a vu, au contraire, la Turquie envahir la Syrie avec des chars, une armée, etc. Et elle a, au contraire, occupé le nord de la Syrie, exigeant de cette région, notamment Afrin et toute la région du nord de la Syrie, en mettant le drapeau turc, exigeant qu'on parle turc, etc. C'était une véritable occupation. Et puis, on les a vus amener plutôt des armes aux terroristes, d'Al-Nosra plus spécifiquement. Donc, en disant, c'est les accords d'Astana qui nous permettent ça. Alors, ils avaient complètement retourné le rôle qui leur a été assigné par les accords d'Astana, mhm. comme ils le voulaient, et chose que, bien sûr, l'État syrien a dénoncé comme une occupation, comme une violation de la sécurité, de la souveraineté de la Syrie, une violation de la sécurité du territoire syrien. Donc en fait, là, cet accord, et donc il y a eu cette rencontre entre Poutine et Erdogan, qui aujourd'hui, donc à nouveau, une zone d'apaisement de tension, mais avec des termes très précis et avec un calendrier de temps très précis où la Turquie est aussi le garant, mais là, elle s'engage effectivement à ce que cette région devienne. Alors, je vous lis les différents termes
et puis on explique après pourquoi c'est très important et pourquoi c'est effectivement un gain contre le terrorisme je peux dire, c'est une victoire contre le terrorisme en lui-même, cet accord. C'est d'abord que tous les terroristes puissent reculer de 15 à 20 kilomètres dans une zone complètement désarmée. Une zone désarmée, donc 15 à 20 kilomètres. L'armée syrienne ne bouge pas de sa place, mais par contre, les terroristes reculent de 15 à 20 kilomètres. Et ceci doit être réalisé d'ici le 15 octobre. Donc, il y a le calendrier. Dans 15 jours, ils doivent reculer de 15 à 20 kilomètres. Donc, reviennent autour d'Idlib, puisque là, les terroristes, ils sont aussi dans les zones de la campagne d'Idlib. Alors, après, ils rendent toutes les armes, il faut retirer toutes les armes lourdes des terroristes, y compris les chars, les tirs missiles et les missiles, etc. Les mitrailleuses. Et toutes les mitrailleuses, tout ce qui est armes lourdes et moyennes. Donc, cette zone, elle devient effectivement une zone d'apaisement. Et il y a un déploiement de forces russes et turques conjointes pour surveiller la réalisation de ce travail, en fait, donc de surveillance de la bonne réalisation, si on peut dire, de cette partie de l'accord. Deuxième partie, donc, les routes internationales, en fait, doivent être réouvertes. Donc, entre Hama et Halab, Hama et Alep, et puis Alep l'attaquer. Ouverture de ces autoroutes ou de ces routes, et l'ensemble de tout ça doit être réalisé et complètement exempte de terrorisme avant la fin de 2018. Donc à l'horizon de 3 mois. OK? Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a aussi? Pour moi, c'est quand même un gain très très important. Et en fait, si ça se réalise et si l'application se fait correctement, on aura réussi à, je peux dire, au moins libérer la région de cette terreur et de ces terroristes qui pèsent et qui prennent la population civile pour bouclier humain. Maintenant, on se pose 2 questions. Il y a parmi les terroristes, il y a plus entre 10 et 50 000 terroristes étrangers. Ouais. Donc, ils doivent être soutirés progressivement de la Syrie. Donc, et puis, soit en accord, et donc là, la Turquie se charge de les sortir. Soit donc en accord avec les pays ou les services de renseignement, les services des pays auxquels ils appartiennent, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Suédois, les je sais pas quoi, etc. Et soit ils en font ce qu'ils veulent, hein, mais malheureusement, manifestement, les États-Unis veulent les déployer aussi vers l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, ils ont déjà commencé, même par l'Est, à les déployer dans ce sens. Et ce que le Samahet Sheikh Nasrallah avait dit hier, que malheureusement, il les enlève de là pour les déployer ailleurs, soit en Afrique, soit les Américains. Hein, je peux dire. Oui. Et les forces dites de la coalition sous direction américaine. Voilà. Vous m'avez dit aussi que les Turcs ont déplacé ces terroristes du côté d'Assaké et que ça avait eu des conséquences, hein, d'ailleurs. Voilà, aussi. Alors, il y a eu, effectivement, les Turcs, ils ont amené certains de ces terroristes du côté de Hassaké,
D'ailleurs, qui est, rappelons-le, Hasake est aussi dominé, enfin pas Hasake, certains gouvernorats, certains lieux ou certains endroits de Hasake et certaines campagnes elles sont sous l'influence du FSD. C'est le front, le FSD, oui, le Front syrien dit démocratique, qui ne sont rien d'autre que deux partis kurdes qui se sont mis, donc après avoir pendant les mois derniers, pendant le mois dernier, ils ont envoyé deux délégations à discuter avec l'État syrien. Ils ont réaffirmé leur appartenance à la Syrie, le fait qu'ils tiennent à l'unité de la Syrie, etc., qu'ils ne veulent pas être séparés, etc. Bon, apparemment, ils ont été à nouveau payés par les Américains et par les Saoudiens. Donc, ils ont changé de position et à nouveau, ils se battent, soi-disant, pour se séparer de la Syrie, pour créer un État kurde dans le nord de la Syrie. Et ça, c'est une zone de gouvernance autonome, en fait, une sorte d'autogestion qui s'était faite dans le nord-est. Et là, à Hasake, ils ont commencé à s'attaquer aux chrétiens, les Assyriens, donc ce sont les chrétiens les plus anciens de la Syrie. Ils ont attaqué leurs églises, ils ont exigé est-ce qu'ils parlent kurde, etc. Ils ont arrêté des personnes, ils ont arrêté des écrivains, des journalistes, des penseurs. Et ils ont commencé à faire des exactions contre la population, exactement comme Daesh faisait. Alors là, la population s'est rebellée complètement. Il y a depuis 3 jours des manifestations sans arrêt dans la région de Hasake, exigeant la libération des personnes et exigeant quand même, demandant l'arrivée de l'armée syrienne pour les libérer ou pour contrôler cette situation qui est complètement incroyable, puisque les Kurdes sont une partie de la population syrienne qui est en train d'exercer une grande oppression sur une autre partie de la population, et comme si c'était comme faisait Daesh. Donc ça, c'est aussi, donc je pense que la population va prendre le dessus malgré la répression qu'ils opèrent sur eux. Alors, il y aurait des gens qui voudraient poser peut-être des questions à propos, je reviens sur le fait que la Turquie, jusqu'à présent, elle n'a pas appliqué les accords d'Astana, et quelle est la garantie qu'elle puisse appliquer davantage aujourd'hui cet accord. Je pense que la garantie, elle est réelle, enfin, elle est là. De toute façon, l'armée syrienne, elle est là et elle est prête si la solution d'apaisement et de retrait des terroristes de la région ne se fait pas. Ça, c'est un premier point. Alors, on a parlé aussi de pourquoi ils se retirent 15 km ou 20 km, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a des avantages ou pas d'avantages? Effectivement, il y a un avantage parce que le fait, quand on parle de ce retour arrière ou de ce retrait des terroristes de 15 à 20 km, ça permet que les terroristes se retirent de plusieurs villes, donc de la ville de Khan Sheikhoun, de la ville de Marrat al-Na'man, de la ville de Morek, de Jisr Shrour, et puis de la vallée du Rab. Donc en fait, c'est quand même un espace très important qui est sécurisé, qui sera sécurisé par le retrait des terroristes de ces 15 à 20 kilomètres autour de la ville d'Idlib. OK. Donc ça, c'est un point important. Oui. Hmm? Et les forces militaires turques,
et les policiers militaires russes vont, comment je dirais, stationner et même tourner dans cette zone de 15 à 20 km qui aura été désarmée. Alors, ce qui veut dire que Il y a des points. les terroristes sont dos au mur, là. Ils seront obligés soit de suivre ça, soit de s'opposer à ça et de risquer de prendre des bombes sur la figure, parce que là, ils auront démontré que leur objectif n'est pas la paix, mais bien d'aller jusqu'au bout du délire terroriste. Hein. Tout à fait. Donc, d'un autre côté, a été conféré à la Turquie la tâche de retirer des fers qu'ils rendent les armes lourdes et légères et moyennes, pardon, de ces terroristes, sachant qu'ils étaient aussi, c'était la Turquie qui a été le plus grand pourvoyeur de toutes ces troupes terroristes qui sont là. Je tiens à dire aussi que un peu avant cet accord, il y a eu des factions terroristes qui ont exprimé donc à Hmeimim leur volonté de se rendre et de se joindre à l'accord ou à la régularisation de la situation, notamment Noureddin Zanki. En fait, ces troupes de Noureddin Zanki. Donc, maintenant, il y a différentes factions qui se tapent aussi sur la figure parce qu'ils sont en pleine concurrence les unes avec les autres et on leur demande de lutter contre le terrorisme et contre Al-Nosra, qui est l'organisation terroriste déclarée comme telle à l'ONU et sur le plan international. Donc, tous ceux qui s'éloignent d'Al-Nosra, ils seront considérés comme opposition armée, disons, et donc pas terroristes, mais ils sont appelés à lutter contre les terroristes d'Al-Nosra. Ce qui fait que, en fait, c'est une manière aussi de créer la division entre les différents corps terroristes et faire en sorte qu'ils se battent entre eux. Déjà, ils n'ont pas besoin de tout ça, mais ça, c'est clairement... Si vous voulez sauver votre peau, vous battez contre le terrorisme et les terroristes d'Al-Nosra, puisque c'est l'organisation Al-Nosra et Daesh, puisque ce sont les deux organisations reconnues comme terroristes sur le plan mondial. Voilà. Alors, et ça, donc ça, c'est important. Oui. Et puis que toutes les personnes qui ont envie de poser des questions, qu'ils puissent me poser des questions sur Facebook ou par la suite, en fait, j'essaierai de répondre. OK? Pardon, oui. Oui, je vous en prie. On va aborder le dernier point. Il nous reste à peu près 8 minutes, 7 minutes même, pour aborder un élément très important qui s'est produit. C'est quoi ça? J'ai des éclairs aussi, je sais pas ce qui se passe. Un feu d'artifice? C'est dans la rue, hein. Non, non, non. Bon. Non. C'est pas rassurant, ça rappelle à un moment donné où il y avait des explosions dans le Citrep. Ça montre bien que vous prenez des risques quand même. Hein. Voilà. On ne sait jamais ce qui peut se passer, même à Damas. Hein, il peut toujours y avoir des intrusions de gens mal intentionnés. Alors bon, on va finir dans le Citrep quand même. Il nous reste malheureusement peu de temps. Mais alors, on va parler rapidement, oui, de la question de l'avion. Oui. De l'agression, des agressions israéliennes contre la Syrie. Alors, je vais parler des conséquences. Il y a eu donc au dernier jour de la foire internationale. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Je voulais juste aborder ces sujets-là, et puis je vous laisserai finir avec l'agression israélienne, les agressions israéliennes. Vous m'avez dit que les manœuvres aéronavales de la Russie ont commencé dès aujourd'hui et sont prévues jusqu'au 26 septembre prochain. Parce que ces manœuvres navales avaient déjà eu lieu probablement avec les mêmes bâtiments de guerre, les mêmes avions, du 1er au 8 septembre, sauf erreur,
Donc, cette décision n'est pas arrivée par hasard, comme celle du vice-premier ministre russe qui a décidé d'équiper Tartus et Khmeimim, c'est-à-dire les deux bases russes, de systèmes de détection électronique de dernière génération qui sont extrêmement sensibles, suivant les déclarations de Poutine qui dit on va mettre en route des systèmes, tout le monde va vite comprendre que quelque chose s'est produit. Hein. Ça va être un avertissement pour tout le monde. Et pourquoi c'est arrivé? Tout simplement parce qu'il y a eu en particulier, bon, il y a eu plusieurs agressions israéliennes, mais il y en a eu une en particulier qui a eu pour conséquence la destruction en vol d'un avion de surveillance, un Ilyushin 20 avec 15 personnes à bord, hein, 15 techniciens militaires qui étaient là pour surveiller en fait les drones russe, des oui. terroristes. Hein. Je vous laisse la suite. En fait là, un avion israélien qui agresse l'attaquer, une usine de fabrication de produits de haute technicité à l'attaquer. Et en fait, la défense syrienne s'est opposée donc à ces F-16, à ces avions qui sont venus d'ailleurs par le ciel libanais. Donc à la Syrie, et puis la défense aérienne syrienne a tiré sur les 3 ou 4 avions F-16 qui agressaient donc la Syrie. Et dans les zones de tir, il y avait donc l'avion IL Ilyushin russe qui de découverte en fait, comment dire, d'exploration, ouais. Et qui avait donc 15 personnes à bord et qui ont tous dépéri. En réalité, on découvre très vite, et puis ça c'est le ministre, les responsables de la défense russe qui le disent, c'est que les avions israéliens ont pris l'avion Ilyushin pour bouclier, puisqu'il il a un corps beaucoup plus grand, et il y avait 4 F-16 qui se sont couverts dans son ombre. Je parle ombre de radar. Et donc, ils ont tiré sur la Syrie comme ça. Et donc, l'aviation syrienne et la défense syrienne a effectivement s'est attaqué à ces F-16, mais en même temps, le IL a été touché. Donc, suite à cela, bien entendu, le président syrien a présenté toutes ses condoléances et a bien montré que c'était à cause des Israéliens et de leurs agressions et de leur présence complètement illégale qui arrive, leur gesticulation dans la région. Netanyahou a voulu tout de suite partir, il a téléphoné à Poutine, il lui a pas répondu, il a voulu partir, il est parti, il n'a pas été reçu. Donc, suite à cela, effectivement, il y a eu les décisions qui sont d'équiper les centrales de Khmeimim et les camps de Khmeimim et de l'Attaqué et de Tartus. Voilà, les deux bases de produits, en fait, d'outils de détection électronique de haute qualité et de haute performance, mais aussi aujourd'hui l'ensemble de l'est de la Méditerranée a été bouclé pour des manœuvres d'ordre très importantes russes. Au cours de ces manœuvres, il y a eu des avions Su-35 qui ont survolé la Palestine occupée en franchissant la vitesse du son, donc au-dessus de la Palestine occupée plusieurs fois.
sans qu'il n'y ait de réaction de la part des Israéliens. Et dernier point, il y a eu une décision d'équiper donc aussi le Hezbollah de possibilités d'armes anti-missiles ou anti-avions. Voilà. Donc ça c'est très important de voir, c'est quand même un tournant important qui montre que la Russie devient beaucoup plus ferme vis-à-vis des gesticulations d'Israël, pour lesquelles jusqu'à présent elle a été plutôt, on peut dire, calme, essayant de garder le calme, mais là ça a été le point qui a déclenché la grande colère, on peut dire. Voilà. Un mot de conclusion, Essa? Je crois qu'on a épuisé les points. Oui. Notre conclusion aussi, je voudrais parler quand même. Un mot de conclusion, c'est que en fait, hier, il y a eu aussi la 10e journée, l'Ashura, qui est la journée de défense des opprimés, et le président de Hezbollah a fait un discours qui est absolument magnifique, montrant quand même la volonté de continuer, de lutter et de résister, en faisant un message très clair à Israël. Nous sommes là, nous sommes très forts maintenant plus que tout autre moment. Et si Israël cherche à se frotter, elle aura la réponse la plus violente et qu'elle ne peut imaginer. Donc nous le ferons et nous y arriverons. Et puis toutes ces agressions contre la Syrie et en passant par le Liban, ont été visent plutôt la Syrie, alors qu'ils sont toujours et prétextent toujours de Hezbollah et de l'Iran. Et en fait, ils veulent. Il a dénoncé le fait que Israël, elle refuse, elle viole, elle agresse la Syrie dans ses capacités d'évolution, dans son usine de haute technicité, dans ses savants, etc., pour empêcher le pays d'avancer scientifiquement et avoir ses propres défenses, en fait. Donc voilà. Ça, moi, je peux dire que de toute façon, je suis confiante dans l'avenir. La Syrie se construira de manière tout à fait forte aussi, forte de sa population, forte de son unité, et elle triomphera. Nous triompherons. Merci Essa. Et je vous remercie. Merci Essa. À dans 15 jours pour le 48e SITREP. Au revoir. Merci Tom. Merci Tom et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Au revoir.